La robe blanche s'accrocha à un buisson d'églantier, et Alexandra entendit le bruit du tissu précieux qui se déchirait. Mais cela ne l'arrêta pas. Elle courait à travers les fourrés, ignorant les égratignures des branches et les épines qui s'enfonçaient dans sa peau à travers la fine doublure. Derrière elle, les bruits de la noce s'estompaient, les rires des invités, le son du violon, le martèlement des pieds des danseurs. Il n'avait pas encore réalisé que la mariée avait disparu. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait que le monde entier pouvait l'entendre. Alexandra s'arrêta près d'un vieux chêne, s'appuya contre l'écorce rugueuse et tenta de calmer le tremblement de ses mains. Il fallait réfléchir, trouver un abri avant que son oncle Silas ne s'aperçoive de son absence. Elle arracha de sa tête la couronne de fleurs artificielles et la jeta à terre. Les pétales blancs se dispersèrent sur l'herbe sèche, tels les fragments d'espoir brisés. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle défaisait les lourds boutons dans le dos de sa robe. Chaque seconde comptait. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura-t-elle en se débarrassant du tissu blanc. Sous sa robe, elle portait une simple jupe grise et une chemise blanche. La tenue qu'elle avait secrètement enfilée le matin en préparant sa fuite. Alexandra enterra la robe de mariée sous un tas de feuilles mortes et tendit l'oreille. Le silence, pour l'instant. Mais cela ne durerait pas. Barnabas Crowey. Le simple nom de cet homme lui donnait un frisson de dégoût. 40 ans, le crâne dégarni, les paumes moites, et un regard qui parcourait son corps, comme une marchandise sur un étal. Son oncle Silas considérait ce mariage comme une excellente affaire. Barnabas possédait 3 magasins en ville et avait promis une dot généreuse. Mais Alexandra connaissait la vérité. Elle l'avait vu frapper ses employés, avait entendu les rumeurs sur le sort de sa première femme. « Vous pouvez toujours attendre », murmura-t-elle en rajustant ses cheveux en désordre. « Je ne serai pas votre petite épouse soumise. » Il fallait maintenant atteindre la mine. La vieille mine de la Pédéa vallée de la mort se trouvait à 5 miles de la ville. Et Alexandra connaissait le chemin comme sa poche. Son père l'y emmenait quand elle était enfant, lui montrant les tunnels abandonnés et lui racontant des histoires de la ruée vers l'or. Après sa mort, personne ne s'aventurait plus dans ces lieux, que les gens du coin croyaient maudits. Mais pour elle, cette mine était un refuge. Il y avait des passages secrets que seul son père connaissait, des entrepôts de vieux matériels et, surtout, de nombreuses issues pour s'échapper. Si elle parvenait à y arriver, elle aurait le temps de réfléchir à la suite. Alexandra s'enfonça dans la forêt, s'efforçant de ne faire aucun bruit. Les branches craquaient sous ses pieds, et chaque son lui paraissait assourdissant. Au loin, un coyote hurla, et elle frissonna malgré elle. Enfant, son père lui avait appris à ne pas craindre la nature sauvage. Mais maintenant, chaque ombre semblait une menace. Elle repensa à ce matin, quand tout avait commencé. Son oncle Silas avait fait irruption dans sa chambre, un sourire satisfait aux lèvres. « Prépare-toi, Alexandra, c'est ton grand jour. »« De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, encore ensommeillée. « Barnabas a accepté de se marier aujourd'hui même. Il ne veut plus attendre. Et je le comprends. Une si jolie fille pourrait changer d'avis. » C'est alors qu'elle comprit que c'était la fin, que toutes ses supplications pour repousser le mariage avaient été vaines. Son oncle avait déjà reçu l'argent de Barnabas, et elle n'était plus qu'une marchandise à livrer à l'acheteur. Pendant qu'on la préparait, elle avait secrètement enfilé ses vêtements habituels sous la somptueuse robe de mariée. Elle avait caché dans son corset un petit couteau hérité de son père et un peu d'argent. Pas grand-chose, juste ce qu'elle avait réussi à économiser ces derniers mois en vendant des tourtes maisons au marché. Lorsque le prêtre lui demanda si elle consentait à prendre Barnabas pour époux, Alexandra plongea son regard dans ses yeux froids et y vit une lueur d'anticipation. Il s'imaginait déjà comment il la briserait, la transformerait en une ombre soumise. « Je... » commença-t-elle, le cœur manquant un battement. « Je vous demande pardon. » Et elle s'était mise à courir.
simplement courir, sans se retourner, ignorant les cris et les malédictions. Maintenant, en se frayant un chemin à travers les buissons, elle ne regrettait rien. Mieux valait mourir libre que vivre en cage. La lune apparut derrière les nuages, éclairant le sentier. Alexandra reconnut les contours familiers des collines. La mine n'était plus très loin. Son père disait que l'autrefois, la vie y bouillonnait. Des centaines d'hommes creusaient la terre en quête d'or, construisaient des maisons, rêvaient de richesses. Mais l'or s'était tari, et les gens étaient épartis, ne laissant que des trous béants et des bâtiments en ruine. L'entrée de la mine était dissimulée derrière un éboulis, mais Alexandra se souvenait de l'emplacement du passage étroit. Elle se glissa entre les rochers et se retrouva dans l'obscurité fraîche du tunnel. Une odeur d'humidité et de vieux bois flottait dans l'air. Quelque part dans les profondeurs, de l'œillet goûtait, un son régulier et apaisant. Alexandra sortit une bougie de sa poche et l'alluma. La lueur chaude éclaira les parois familières, soutenues par des étais en bois. Son père lui avait appris à reconnaître les bruits de la mine, à savoir quel tunnel était sûr et où un effondrement pouvait se produire. Ce savoir pouvait aujourd'hui lui sauver la vie. Elle s'enfonça plus profondément vers la partie de la mine où son père avait aménagé un petit entrepôt d'outils. Il y avait des pelles, des pioches, une corde enroulée et même quelques bâtons de dynamite, vestiges des dernières tentatives pour trouver de l'or. Alexandra s'installa pour la nuit sur de vieux sacs, se couvrant de son manteau. Ici, au cœur de la terre, elle se sentait en sécurité. Mais elle savait que ce n'était qu'un refuge temporaire. Tôt ou tard, il retrouverait sa trace et viendrait jusqu'ici. Son oncle Silas n'abandonnerait pas. L'enjeu financier était trop important. Quant à Barnabas, Alexandra frémit en imaginant son visage lorsqu'il découvrirait sa fuite. De tels hommes ne pardonnent pas l'humiliation. Mais pour l'instant, elle était libre. Et s'il devait en la trouver, elle ne se rendrait pas sans combattre. Ce n'était pas pour rien que son père lui avait enseigné tous les secrets du métier de mineur. Ces tunnels pouvaient devenir non seulement son refuge, mais aussi son arme. Alexandra éteignit la bougie et s'installa plus confortablement. Demain, elle réfléchirait à un plan. Pour l'heure, il fallait se reposer et reprendre des forces. La longue nuit ne faisait que commencer. Au loin, un cri retentit. On s'était sans doute aperçu de sa disparition. Alexandra serra plus fort le manche de son couteau et ferma les yeux. Quoi qu'il arrive demain, cette nuit, elle dormait en femme libre. Et cela valait plus que tout l'or du monde. Ethan Holloway mit pied à terre devant l'unique saloon de Ridge Creek et attacha les rênes de son étalon noir à la balustrade. L'animal renifla et secoua sa crinière pour se débarrasser de la poussière du voyage. Le trajet depuis Fort Collins avait duré 3 jours, et tous deux, cavalier et monture, étaient épuisés par les plaines infinies et le soleil de plomb. Ethan ajusta son chapeau à large bord et balaya les environs du regard. Une petite ville typique de la frontière, des maisons en bois, une rue principale poussiéreuse, des enseignes de magasins penchées par le vent. Les hommes nés sur le porche du saloon se turent, observant l'étranger d'un œil attentif. Dans des endroits comme celui-ci, un nouveau venu suscitait toujours la curiosité, surtout s'il était armé, et n'avait manifestement rien d'un fermier local. À sa ceinture pendait un Colt calibre 45 usé, et la crosse d'une Winchester dépassait de l'étui de sa selle. Ses vêtements étaient simples mais de bonne qualité. Un pantalon gris, une chemise marron, un gilet de cuir. Son visage buriné portait une petite cicatrice au-dessus de la tempe gauche, souvenir d'un éclat d'obus durant la guerre de sécession. « Bonsoir », dit-il en saluant les hommes d'un signe de tête avant de pousser les portes battantes du saloon. L'intérieur sentait le tabac, le whisky et la sueur. Derrière le comptoir, un barman corpulent et dégarni essuyait un verre avec un torchon douteux. Quelques clients jouaient aux cartes, à une table au fond, s'efforçant de ne pas lever les yeux vers le nouveau venu. Dans un coin, un vieil homme à la barbe blanche somnolait. « Un whisky »
dit brièvement Ethan en s'approchant du comptoir. Le barman versa le liquide ambré dans un verre pas très propre et le fit glisser vers le client. « Jamais vu par ici, monsieur... »« Holloway, je cherche du travail. »« Quel genre de travail ?» demanda le barman en se penchant, baissant la voix. Ethan sortit de la poche intérieure de son gilet un papier plié et le déplia sur le comptoir. Sur la feuille était imprimée une annonce. Recherchez Alexandra McCain, âge 21 ans, signe particulier. Cheveux blonds, yeux bleus, taille moyenne. S'est enfui le jour de son mariage. Récompense $500. S'adresser à Silas McCain ou Barnabas Croway. Le barman siffla en voyant la somme. $500 pour une fille. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? On ne me paie pas pour poser des questions, dit Ethan en prenant une gorgée de whisky. On me paie pour des résultats. Vous savez quelque chose sur elle? Alexandra McCain. Le barman se gratta la nuque, songeur. La fille du vieux Thomas, que Dieu ait son âme. C'était une bonne petite, intelligente. Après la mort de son père, elle vivait chez son oncle Silas. J'ai entendu dire qu'ils allaient la marier à Barnabas Croway. Et hier, toute la ville ne parlait que de sa fuite, en pleine cérémonie. Où aurait-elle pu aller? Le barman haussa les épaules. Aucune idée. La gamine connaît le coin comme sa poche. Son père l'emmenait partout. Peut-être chez de la famille, ou peut-être qu'elle s'est juste enfuie dans la forêt. Ethan termina son whisky et posa une pièce sur le comptoir. Où puis-je trouver ce Silas McCain? La grande maison blanche à la sortie nord de la ville. Vous ne pouvez pas la manquer, c'est la seule à 2 étages. Ethan hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Mais près de la porte, une voix rauque l'interpella depuis le coin de la pièce. « Hé, le chasseur !» Il se retourna. Le vieil homme à la barbe blanche ne dormait plus. Il le fixait de ses yeux ternes mais encore vifs. « Qu'y a-t-il, l'ancien ?»« J'ai connu Thomas McCain. C'était un homme bon, un mineur honnête. Et sa fille. » Le vieil homme secoua la tête. « Tu ne devrais pas la chercher, mon garçon. »« Pourquoi ça ? » Parce que Barnabas Croway est un salaud et une ordure. Et la petite a. Juste refuser de devenir sa propriété. Est-ce un crime? Ethan resta silencieux, regardant le vieil homme. J'ai un contrat. Je ne suis pas juge pour décider qui a tort ou raison. Bien sûr, ricana le vieil homme. Mais souviens-toi de mes paroles quand tu l'auras trouvé. Dehors, le crépuscule s'installait. Ethan monta à cheval et se dirigea vers la partie nord de la ville. La maison de Silas McCain se distinguait en effet des autres bâtiments. 2 étages, des volets sculptés et un grand porche. Mais la peinture s'écaillait. Le porche était de guingois. Et l'ensemble avait un air plutôt négligé. Ethan attacha son cheval et monta les marches. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux rares et aux dents jaunes, lui ouvrit la porte. Il portait une chemise blanche froissée et un pantalon sombre à bretelles. « Silas McCain ?»« Oui. Et vous êtes ?»« Holloway, chasseur de primes. J'ai lu votre annonce. » Le visage de Silas s'éclaira. « Entrez, entrez !» Enfin, un vrai professionnel. L'intérieur de la maison était passablement meublé, mais on sentait le manque d'une main féminine. De la poussière sur les meubles, de la vaisselle sale dans l'évier, une odeur de renfermé et de linge sale. Silas conduisit Ethan dans un bureau et sortit une bouteille de brandy d'une armoire. « Vous en voulez ?»« Volontiers. » Silas versa l'alcool dans des verres et s'assit dans un fauteuil en face d'Ethan. « Cette garce a déshonoré toute notre famille, » commença-t-il sans préambule. Elle s'est enfuie de l'église, abandonnant son fiancé et les invités. Barnabas est prêt à augmenter la récompense à $1000, pourvu qu'on la lui ramène. Parlez-moi d'elle plus en détail. Où pourrait-elle se cacher? À qui aurait-elle pu demander de l'aide? Elle n'a personne d'autre que moi. Ses parents sont morts, pas d'autre famille. Mais Alexandra connaît très bien la région. Son père l'emmenait partout. Il
aimait particulièrement lui montrer les vieilles mines. Ethan leva les yeux de son verre. « Les mines ?» ?»« Oui, les mines d'or. Thomas y a travaillé jusqu'à sa mort. La gamine connaît chaque tunnel des environs depuis son enfance. Silas prit une grande gorgée de brandy. Si elle se cache quelque part, c'est sûrement là-bas. Combien y a-t-il de mines de ce genre dans le coin? 5 ou 6, mais une seule est encore en activité, la poix Lucky Joe. Les autres sont abandonnées depuis une dizaine d'années. Ethan ébaucha mentalement un plan de recherche. Il fallait commencer par les mines abandonnées les plus proches, où la jeune femme aurait pu trouver un abri temporaire. Il me faudra une carte précise de la région et une description de toutes les mines. Bien sûr, bien sûr. Silas se leva et sortit une vieille carte de son bureau. Voici la vallée de la mort, là c'est le fond d'or, et ici, le vent d'ouest. Toutes abandonnées, mais les entrées ne sont pas bloquées. Ethan étudia la carte, mémorisant l'emplacement des sites. Et encore une chose, dit Silas en baissant la voix. La fille peut être dangereuse. Son père lui a appris à manipuler la dynamite et d'autres explosifs. Alors soyez prudent. Bon à savoir, dit Ethan en pliant la carte et en la rangeant dans sa poche. Je commencerai les recherches demain à l'aube. Parfait. En attendant, vous pouvez passer la nuit à l'hôtel. À mes frais, bien entendu. Ethan prit congé de Silas et sortit. La ville était plongée dans un silence obscur. Seules les voix étouffées du saloon parvenaient jusqu'à lui. Il mena son cheval vers l'hôtel, songeant à la mission qui l'attendait. Quelque chose dans cette histoire le dérangeait. 500 $, c'était une somme considérable pour retrouver une fiancée en fuite. D'habitude, on payait autant pour des criminels dangereux ou des meurtriers en cavale. Et là, il s'agissait simplement d'une jeune femme qui ne voulait pas se marier. Il se souvint des paroles du vieil homme au saloon à propos de Barnabas Crowey. Il serait intéressant de voir à quoi ressemblait cet homme pour qui Alexandra McCain ne voulait à aucun prix se marier. À l'hôtel, une femme de chambre somnolente l'accueillit et le conduisit à une petite chambre propre au premier étage. Ethan posa sa Winchester contre le mur, accrocha son holster avec son colt au dossier d'une chaise et s'assit sur le lit pour enlever ses bottes. Dehors, dans l'obscurité des plaines, un coyote se mit à hurler, un son long et solitaire. Quelque part là-bas, dans cette noirceur, se cachait la jeune femme qu'il devait retrouver et ramener contre son gré. Et pour la première fois depuis de longues années de métier, Ethan Holloway sentit que cette mission ne lui plaisait pas. Il s'allongea sur le matelas dur et ferma les yeux. Mais le sommeil ne venait pas. Les mots du vieil homme tournaient en boucle dans sa tête. « Tu ne devrais pas la chercher, mon garçon. » Mais un contrat était un contrat. Et il avait besoin d'argent. L'hiver approchait, et le travail se faisait plus rare. Ethan se tourna sur le côté et tenta de s'endormir. Demain serait une longue journée en selle, et peut-être une recherche difficile dans des mines abandonnées. Il fallait se reposer. Mais quelque chose lui disait que cette mission ne serait pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Alexandra fut réveillée par un bruit de pas au-dessus de sa tête. Quelqu'un marchait et parlait à la surface, près de l'entrée de la mine. Elle se figea sur sa couche improvisée de sac, prêtant l'oreille à chaque son. La faible lueur de l'aube filtrait à travers les fissures de l'éboulis, signe que le jour se levait. « Les traces mènent ici », parvint une voix masculine et rude. La fille est certainement passée par là. « Tu es sûr ?» La seconde voix était plus jeune. C'est peut-être juste un coyote. Je connais la différence entre une trace humaine et une trace d'animal, idiot. Regarde l'empreinte d'une chaussure de femme dans la terre meuble, près de ce buisson. Alexandra se leva prudemment et s'enfonça plus loin dans le tunnel, s'efforçant de ne faire aucun bruit. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à la surface. Elle sortit une bougie, mais n'osa pas l'allumer, la lumière risquant de trahir sa présence. Le patron a dit de vérifier toutes les vieilles mines du coin, continuait la première voix. Si la fille est là, on la trouvera. Et si elle est armée? Silas a dit que le vieux McCain lui a appris à manipuler la dynamite. Alexandra eut un sourire amer dans l'obscurité.
Oui, son père lui avait bien enseigné les subtilités des explosifs. Thomas McCain était l'un des meilleurs artificiers de toutes les mines de la région. Et il n'avait pas caché son savoir à sa fille. Alexandra savait comment calculer la charge, poser une mèche et faire sauter la roche sans provoquer l'effondrement de tout le tunnel. Alors on sera prudent. Et n'oublie pas le patron, la veut vivante. Barnabas attend sa fiancée saine et sauve. Les voix s'éloignèrent. Mais Alexandra savait qu'il reviendrait. Tôt ou tard, l'un d'eux trouverait le courage de descendre dans la mine. Et à ce moment-là, elle aurait besoin d'un plan. Elle se glissa avec précaution jusqu'à la partie du tunnel où son père entreposait ses vieux outils et matériaux. L'air y sentait l'humidité et la rouille. Alexandra tâtonna, retrouvant des objets familiers, des pelles, des pioches, une corde épaisse. Et enfin, ce qu'elle cherchait, une caisse en bois contenant des restes de dynamite. Elle alluma sa bougie et examina attentivement le contenu de la caisse. 4 bâtons de dynamite enveloppés dans du papier huilé, quelques mètres de mèche et des détonateurs. Tout semblait encore en bon état. Son père avait toujours stocké les explosifs avec le plus grand soin, conscient du danger. « Pardonne-moi, papa, » murmura-t-elle en prenant délicatement un bâton. « Mais tu disais toi-même que la dynamite est un outil qui peut aussi bien construire que détruire. » Alexandra se souvenait parfaitement des leçons de son père. La dynamite était bien plus puissante que la vieille poudre noire et beaucoup plus sûre à manipuler. Mais une mauvaise utilisation pouvait mener à la catastrophe. Et il fallait calculer la charge de manière à faire s'effondrer une partie précise du tunnel, mais pas toute la voûte. Elle se remémora le plan de la mine qu'elle connaissait par cœur depuis son enfance. L'entrée principale était le seul accès connu de tous, mais il en existait un autre. Un étroit puits de ventilation qui débouchait à la surface à environ 500 mètres de l'entrée principale. Son père le lui avait montré, lui expliquant l'importance de la ventilation dans les travaux souterrains. En bloquant l'entrée principale et en utilisant le puits de ventilation comme sortie de secours, elle pouvait transformer ses poursuivants en otages de leur propre cupidité. Ils descendraient dans la mine en pensant l'avoir piégée, pour se retrouver eux-mêmes pris au piège. Alexandra prit 2 bâtons de dynamite, un rouleau de mèche et quelques détonateurs. Elle devait travailler dans l'obscurité totale. La bougie risquait de la trahir si quelqu'un descendait. Mais ses mains se souvenaient des gestes que son père lui avait enseignés. Elle se faufila jusqu'à la section du tunnel où la voûte était la moins stable. Son père lui avait souvent répété qu'il fallait être particulièrement prudent à cet endroit. Les vieux étaient en bois et tenaient pourris, et la roche ne tenait que par cohésion naturelle. Alexandra fixa la première charge dans une fissure entre les pierres, calculant soigneusement la distance. La mèche devait brûler environ 3 minutes, assez de temps pour se mettre à l'abri, mais pas assez pour que ses ennemis comprennent ce qui se passait. Elle plaça la seconde charge à l'entrée d'un tunnel latéral menant à l'ancien entrepôt de matériel. Si la première explosion ne les arrêtait pas, la seconde les forcerait certainement à revoir leur plan. Le travail était lent et tendu. Chaque bruit la faisait sursauter et tendre l'oreille. Au-dessus, on entendait toujours des voix. Les hommes de Barnabas devaient inspecter les environs à la recherche d'autres entrées. Heureusement qu'ils ne connaissaient pas le puits de ventilation, marmonna Alexandra en terminant d'installer les charges. Il fallait maintenant préparer sa retraite. Le puits de ventilation se trouvait dans la partie la plus profonde de la mine, accessible uniquement par un labyrinthe de galeries latérales. Alexandra se souvenait du chemin, mais dans le noir, chaque mouvement devenait dangereux. Elle rassembla ses quelques affaires. Son couteau, le reste de ses bougies, un morceau de pain qu'elle avait emporté de la maison. Dans la poche de sa jupe, des allumettes étaient enveloppées dans un chiffon huilé pour les protéger de l'humidité. Les voix à la surface se firent plus fortes et plus proches. Alexandra comprit qu'elle n'avait plus le temps de réfléchir. Quelqu'un approchait de l'entrée de la mine. « Bon, on y va ?» entendit-elle la voix rude familière. « Essayons. Mais sois prudent. On ne sait jamais ce que cette fille a pu préparer. »
Les premiers pas sur les marches en bois de l'entrée résonnèrent comme des coups de cloche. Alexandra alluma la mèche de la première charge et se hâta vers les profondeurs de la mine. Elle avait 3 minutes. Elle comptait les secondes en se déplaçant dans les tunnels familiers. Derrière elle, elle entendait les voix des 2 hommes, qui descendaient de plus en plus profondément, éclairant leur chemin avec des torches. Leur courage était nourri par la certitude que la jeune femme était piégée. 2 minutes et demie. Alexandra atteignit une bifurcation où un tunnel menait à l'entrepôt et l'autre au puits de ventilation. Elle s'arrêta et écouta. Les voix étaient maintenant assez proches. « Quelqu'un est passé par ici », entendit-elle dans un murmure agité. « Regarde, des restes de bougies et des traces sur le sol. » Alors elle est tout près. La fille ne peut pas être allée bien loin dans ces tunnels. 3 minutes. Alexandra se boucha les oreilles et ouvrit la bouche, comme son père le lui avait appris pour se protéger de l'onde de choc. Le vacarme fut assourdissant. Le son de l'explosion se propagea dans les tunnels, faisant trembler les parois de pierre. Devant elle, elle entendit le craquement du bois qui se brisait et le grondement des roches qui tombaient. L'explosion avait fonctionné exactement comme elle l'avait prévu. Elle avait fait s'effondrer une partie de la voûte, mais sans provoquer un éboulement total. Des cris et des jurons résonnèrent en écho dans les tunnels. Quelqu'un hurlait de douleur, un autre appelait à l'aide. Alexandra attendit quelques secondes que la poussière retombe et se dirigea prudemment vers le puits de ventilation. Le chemin fut long et difficile. Les tunnels étroits, où l'on poussait autrefois des wagonnets de minerais, étaient maintenant encombrés de débris et de vieux matériel. Alexandra se fraya un passage à travers les obstacles, s'écorchant les mains et déchirant sa jupe. Elle atteignit enfin le puits de ventilation, une colonne verticale étroite équipée d'une échelle en bois. Les planches étaient vieilles et pourries, certains barreaux manquaient. Mais elle n'avait pas le choix. Alexandra commença à grimper, testant chaque barreau avant d'y mettre tout son poids. Le bois grinçait et ployait, menaçant de céder. L'ascension était terriblement lente. Quelque part en bas, dans les profondeurs de la mine, on entendait toujours des voix. Apparemment, l'explosion n'avait pas tué ses poursuivants, mais l'heure avait seulement bloqué la retraite. Ils étaient maintenant prisonniers de la mine, tout comme elle l'avait été auparavant. « Justice », murmura Alexandra en continuant de monter. Arrivée à la surface, elle jeta un regard prudent par-dessus les rochers qui masquaient la sortie. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et la journée s'annonçait chaude. Au loin, près de l'entrée principale de la mine, elle aperçut des silhouettes. Des renforts étaient manifestement arrivés. Alexandra compta 5 hommes. Ils criaient quelque chose dans le trou, essayant de contacter ceux qui étaient descendus. Mais l'épaisse couche de pierre et de terre étouffait les sons. Elle sortit prudemment de sa cachette et regarda autour d'elle. Il fallait partir d'ici au plus vite, avant qu'ils ne découvrent la deuxième sortie. Mais d'abord, elle devait s'assurer que son plan avait pleinement fonctionné. La deuxième charge attendait toujours son heure au plus profond de la terre. Si l'un de ses poursuivants tentait de se frayer un chemin jusqu'à l'entrepôt d'outils, il aurait une autre mauvaise surprise. Pour l'instant, ils étaient piégés dans un labyrinthe de tunnels, sans lumière, sans nourriture et sans éseau. Alexandra sourit en imaginant le visage de ces hommes lorsqu'ils comprendraient que les chasseurs étaient en devenus des proies. Barnabas l'avait sous-estimé. Tous avaient sous-estimé la fille de Thomas McCain. Mais il était trop tôt pour se réjouir. Tôt ou tard, il trouverait un moyen de sortir de la mine ou enverrait d'autres hommes. Et elle n'avait toujours pas de plan à long terme. Il fallait trouver un nouvel abri et réfléchir à la suite. Alexandra regarda la fumée qui s'élevait des feux près de la mine. Pour l'instant, elle avait l'initiative, et elle comptait bien utiliser cet avantage au maximum. L'obscurité souterraine était bel et bien devenue son arme. Il fallait maintenant décider comment l'utiliser. Ethan entendit l'explosion alors qu'il se dirigeait vers la mine abandonnée de la vallée de la mort. Le son roula sur les collines comme un tonnerre sourd,
effarouchant une volée de corbeaux qui s'envolèrent en croissant. Son cheval hennit et se cabra, et il lui fallut un moment pour calmer l'animal. « Qu'est-ce que tu as encore fait, ma petite ?» marmonna-t-il en dirigeant son étalon vers la source de la fumée. Près de l'entrée de la mine, c'était le chaos. 5 hommes s'agitaient autour d'un éboulis de pierres et de terre. Quelqu'un criait dans le trou, essayant de contacter ceux qui étaient descendus. À leurs vêtements et à leurs armes, Ethan reconnut facilement des hommes de main, le genre de personnes prêtes à tout pour quelques dollars. Il mit pied à terre à une distance sûre et sortit ses jumelles de campagne. L'un des hommes, grand et barbu, semblait être le chef. Il gesticulait et donnait des ordres aux autres. 2 d'entre eux tentaient de déblayer l'entrée avec des pioches, mais le travail avançait lentement. « Joe, tu entends quelque chose ?» criait le barbu dans une fissure entre les rochers. « À peine !» répondit une voix étouffée de l'intérieur. « Le passage est bloqué. On a besoin d'aide. » Bon sang, cette fille sait vraiment comment se servir de la dynamite. Ethan sourit. Alexandra McCain n'était pas la victime sans défense que son oncle Silas avait dépeinte. Non seulement elle avait réussi à se cacher dans la mine, mais elle avait transformé ses poursuivants en otages de leur propre cupidité. Il évalua la situation. 5 hommes dehors, 2 bloqués à l'intérieur. En agissant prudemment, il pouvait utiliser cette confusion à son avantage. La jeune femme était probablement encore dans la mine ou à proximité. Et si elle maniait les explosifs avec autant d'habileté, sa rencontre pourrait s'avérer plus intéressante que prévu. Ethan attacha son cheval à un arbre et commença à contourner la zone, s'efforçant de ne pas être vu. Il devait trouver une autre entrée de la mine ou comprendre comment la jeune femme avait pu en sortir. Il inspecta les environs de la mine, utilisant ses compétences de pisteur acquises à l'armée. Sur la terre meuble près d'un buisson d'aubépine, il remarqua des empreintes de chaussures de femme, fraîches, datant de moins d'1 heure. La piste menait d'un abri rocheux vers la forêt. Un puits de ventilation. Ethan avait déjà vu des constructions similaires dans d'autres mines. La petite maligne avait trouvé une sortie de secours, et l'avait utilisée pendant que ses poursuivants étaient piégés sous terre. Et il suivit la piste, se déplaçant avec prudence et sans bruit. Alexandra McCain pouvait se trouver n'importe où dans un rayon de plusieurs miles, mais quelque chose lui disait qu'elle n'était pas allée bien loin. Elle devait avoir trop envie d'admirer le résultat de son travail. La piste le mena à un petit bosquet où un ruisseau formait un étang naturel, l'endroit idéal pour étancher sa soif et se rafraîchir après des aventures souterraines. « Je sais que vous êtes là, Tekla, » dit doucement Ethan en s'arrêtant au bord de la clairière. « Vous pouvez sortir. Je ne suis pas du genre à crier dans les mines. » Silence. Seul le murmure de l'eau et le pépiment des oiseaux dans les branches. « Je m'appelle Ethan Holloway. Je suis un chasseur de primes. Mais je ne travaille ni pour votre oncle, ni pour votre fiancé. » Derrière un gros rocher près de l'étang, une silhouette de jeune femme apparut. Elle tenait à la main un revolver, petit, un modèle pour dame, mais non moins dangereux. Ses cheveux blonds étaient en désordre. Sa jupe grise déchirée à plusieurs endroits, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Si vous ne travaillez pas pour eux, qui vous envoie ?» Sa voix était basse, légèrement rauque à cause de la poussière et de la tension. « Personne. J'ai vu l'annonce pour la récompense, mais après ce que j'ai entendu en ville, j'ai décidé de me faire ma propre idée. Alors, vous voulez la récompense ?» Ethan leva lentement les mains, montrant qu'il n'avait pas l'intention de dégainer. « Et vous? Êtes-vous prête à venir avec moi de votre plein gré ?» Alexandra eut un rire bref. « Après ce que j'ai fait à ces idiots, vous croyez que je vais me rendre au premier venu. Alors nous avons un problème. Parce que techniquement, je suis censé vous arrêter. Techniquement, répéta-t-elle pour se moquer. Et en pratique ? Ethan baissa les bras et s'assit sur un arbre tombé, montrant qu'il ne représentait aucune menace. En pratique, je suis curieux de savoir pourquoi une jeune femme intelligente a préféré faire sauter une mine plutôt que de s'enfuir le plus loin possible.
Alexandra ne baissa pas son revolver, mais sa posture se fit un peu moins tendue. Parce que fuir n'est pas une solution. Il m'aurait retrouvé tôt ou tard. Maintenant, j'ai le temps de réfléchir. Le temps de faire quoi? De décider comment me débarrasser de Barnabas Crowey une bonne fois pour toutes. Il y avait une telle détermination dans sa voix qu'Ethan ressentit malgré lui du respect pour cette jeune femme. La plupart des gens dans sa situation auraient simplement essayé de se cacher ou de trouver de l'aide. Mais Alexandra McCain avait choisi de se battre. « Parlez-moi de lui », demanda-t-il. « De Barnabas Crowey. » Alexandra hésita quelques secondes, étudiant son visage. Puis elle abaissa lentement son revolver, sans toutefois le ranger. C'est un meurtrier. Sa première femme est morte dans des circonstances étranges, soi-disant une chute dans les escaliers. La seconde a disparu et on n'a jamais retrouvé son corps. Mon oncle est au courant, mais il s'en fiche. Barnabas a offert une belle somme pour moi. $500, plus les dettes de mon père. Quelle dette? Mon père avait emprunté de l'argent pour du matériel de mine. Après sa mort, mon oncle a dit que la dette m'incombait. Alexandra eut un sourire amer. Un arrangement bien pratique, n'est-ce pas? Endetter une jeune fille pour ensuite la vendre au plus offrant. Ethan resta silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. L'histoire devenait de plus en plus sordide à chaque détail. Et que savez-vous des 2 premières femmes de Barnabas? On les a enterrées dans des cercueils fermés. On disait que les blessures étaient trop graves pour un dernier adieu. Alexandra s'approcha du ruisseau et s'agenouilla pour se laver le visage. Mais j'ai vu des bleus sur les bras de la 2e femme, quand elle était encore en vie. Et je l'entendais pleurer la nuit. Pourquoi personne n'est intervenu? Parce que Barnabas est riche et influent. Et les épouses décédées ne sont que des accidents malheureux qui arrivent aux femmes imprudentes. Ethan se leva et s'approcha du bord du ruisseau. Alexandra suivait chacun de ses mouvements avec méfiance, mais ne recula pas. Dites-moi la vérité. Qu'allez-vous faire maintenant? Trouver des preuves de ses crimes, le forcer à s'avouer, ou le tuer. Ces derniers mots furent prononcés avec un tel calme qu'Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Êtes-vous prête à devenir une meurtrière? Ai-je vraiment le choix? Alexandra se tourna vers lui et un feu froid brûlait dans ses yeux. Il a tué des femmes pendant des années, et personne ne s'en est soucié. Il est peut-être temps que quelqu'un l'arrête. Et vous pensez pouvoir le faire seul? J'ai de la dynamite, et je connais la région, ça pourrait suffire. Ethan étudia son visage, essayant de deviner si elle bluffait ou si elle était vraiment prête à aller jusqu'au bout. Ce qu'il voyait lui indiquait la seconde option. Et si je vous proposais mon aide? Alexandra se figea. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que certaines personnes ne méritent pas de vivre, et parce que je n'aime pas voir les forts s'en prendre aux faibles. Mais vous êtes un chasseur de primes. Vous n'avez pas un code, ou quelque chose du genre. Ethan sourit. Mon code est simple. Ne pas travailler pour des salauds si j'ai le choix. Et en ce moment, j'ai le choix. Alexandra resta silencieuse un long moment, pesant sa proposition. Au loin, on entendait des cris. Les hommes de Barnabas tentaient probablement encore de libérer leurs compagnons de la mine. « Que proposez-vous » demanda-t-elle enfin. « Pour commencer, trouvez un abri plus sûr. Votre petit tour avec la dynamite les retardera, mais pas longtemps. D'ici ce soir, ils auront libéré leurs hommes et commenceront à ratisser toute la région. Et ensuite, nous trouverons un moyen d'atteindre Barnabas Crowey et de le forcer à répondre de ses crimes. » Alexandra réfléchit encore un peu, puis hocha la tête. « D'accord, mais il y a qu'une condition. » « Laquelle ? » « Si tu essayes de me trahir ou de me livrer à mon oncle, je nous ferai sauter ensemble. Il me reste de la dynamite. » Ethan lui tendit la main. Marché conclu, Alexandra McCain. Elle lui serra la main fermement, avec détermination. « Appelle-moi Alex,
et voyons si tu sais tenir ta parole aussi bien que tu sais tirer. Et comment sais-tu que je tire bien? Alex sourit et désigna son colt d'un signe de tête. À la façon dont tu portes ton arme, à la cicatrice sur ton visage, à ta façon de bouger. Tu n'as pas vu la morgue dans les saloons, monsieur Holloway. Ethan fut impressionné par son sens de l'observation. La guerre de sécession, le 3e régiment de reconnaissance de l'Illinois. Et moi je suis la fille d'un mineur qui a grandi au milieu de la dynamite et des pioches. Alex se leva et épousseta sa jupe. Je pense que nous nous compléterons bien. Elle se dirigea vers la forêt sans se retourner. Ethan la suivit, comprenant que sa vie tranquille de chasseur de primes était terminée. Il était maintenant le partenaire d'une jeune femme explosive dans une affaire qui pouvait leur coûter la vie à tous les deux. Mais quelque chose là-dedans lui plaisait. Dans la cabane abandonnée d'un garde forestier, dissimulée au milieu de pins centenaires à 2 milles de la ville, Alex et Ethan passèrent le reste de la journée à planifier leurs prochaines actions. La vieille bâtisse était presque en ruine. Le toit fuyait, le plancher grinçait, et le vent s'engouffrait par les fentes entre les rondins. Mais au moins, personne ne viendrait les chercher ici. Ethan alluma un petit feu dans l'ancienne cheminée en pierre, en veillant à ce que la fumée ne soit pas visible de l'extérieur. Alex était assise sur une caisse renversée, étudiant la carte de la région qu'il avait ramenée de la ville. Les bâtons de dynamite restants étaient posés sur la table, à côté de son revolver et du couteau de son père. Barnabas vit dans une grande maison à la sortie sud de la ville, dit-elle, en pointant la carte du doigt. 2 étages, avec une haute clôture tout autour. Il a quelques domestiques et un garde qui vit dans une petite maison sur la propriété. Combien d'hommes a-t-il? 4 personnes travaillant pour lui en permanence. Un cuisinier, une femme de chambre, un palefrenier et le garde. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, il a sûrement renforcé la sécurité. Ethan hocha la tête, évaluant mentalement la difficulté de la tâche. Une attaque frontale serait un suicide, surtout que leur adversaire avait l'avantage du nombre et la connaissance du terrain. Et qu'en est-il des preuves qui donnent contre lui? Y a-t-il des témoins de la disparition de ses précédentes épouses? Alex secoua la tête. Les gens ont peur de parler. Barnabas est riche et influent. Il a des relations à la mairie, à la banque. Qui croirait des rumeurs contre un homme pareil? Alors il faut le forcer à avouer lui-même. Comment? Ethan se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant en direction de la ville. Au loin, les lumières des maisons scintillaient, et la fumée des cheminées s'élevait au-dessus des toits. Une scène paisible qui dissimulait de sombres secrets. Décris-moi sa maison plus en détail. Où dort-il, où reçoit-il ses invités? Y a-t-il une cave ou un grenier? Alex ferma les yeux, se souvenant. Je n'y suis allé qu'une seule fois, quand mon oncle m'a emmené rencontrer mon fiancé. Barnabas m'a fait visiter la maison, se vantant de sa richesse. Sa chambre est au 1er étage, au fond du couloir. Le bureau est au rez-de-chaussée, tout comme la salle à manger et le salon. Il y a une cave, il a dit qu'il y gardait son vin, et aussi. Elle ouvrit brusquement les yeux. Il m'a montré la chambre qui m'était destinée. Il a dit que ses précédentes femmes y avaient vécu. La pièce était fermée par une lourde serrure, et il portait la clé sur une chaîne autour du cou. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'y a-t-il dans cette chambre? Je ne sais pas. Mais les fenêtres avaient des barreaux à l'intérieur, et l'odeur était étrange. Une odeur de médicaments ou de produits chimiques. C'est peut-être là qu'il gardait ses femmes avant de les tuer. Alex frémit. Si nous pouvions entrer dans cette chambre et y trouver des preuves, alors nous aurions quelque chose à présenter au shérif, termina Ethan. Mais il faut d'abord réussir à y entrer. Ils discutèrent de plusieurs options. Une intrusion directe était trop risquée. Soudoyer les domestiques, peu fiable. Mais Alex avait sa propre idée. Demain, c'est dimanche. Barnabas va généralement à l'église pour la messe du matin. Il emmène avec lui la femme de chambre et le cuisinier. Il aime afficher sa piété.
Le garde reste à la maison, mais il somnole habituellement dans sa cabane après le petit déjeuner. Et le palefrenier? Le dimanche, c'est son jour de congé. Il part voir sa famille dans la ville voisine. Ethan hocha la tête. Le plan commençait à prendre forme. Nous aurons donc une fenêtre d'opportunité. Mais comment entrerons-nous dans la maison? Alex sourit et sortit de sa poche un petit objet métallique. Mon père ne m'a pas seulement appris à manier les explosifs. Il disait qu'un bon mineur doit savoir ouvrir n'importe quelle serrure. Parfois, les clés des entrepôts se perdaient et le travail n'attendait pas. C'était un passe-partout, habilement fabriqué à partir d'un fil d'acier. Ethan était impressionné. Ton père était un homme intéressant. C'était le meilleur homme que j'aie connu. Une ombre de tristesse passa dans la voix d'Alex, et il ne me pardonnerait pas si je laissais Barnabas me tuer, comme il a tué les autres. Ethan s'assit à côté d'elle sur le bord de la table. Et si nous trouvons des preuves, quelle est la suite? Le forcer à l'avouer publiquement, pour que toute la ville entende la vérité. Et comment comptes-tu t'y prendre? Alex désigna la dynamite. Il me reste 2 bâtons. C'est assez pour faire sauter la moitié de sa maison. Face à la mort, les gens deviennent étonnamment honnêtes. Ethan comprenait son désir de vengeance, mais quelque chose dans ce plan le dérangeait. Et s'il refuse d'avouer, es-tu prête à le faire sauter? Alex resta longtemps silencieuse, fixant le feu. Je ne sais pas, mais je sais que je ne peux pas le laisser continuer à tuer. Si pour cela je dois devenir une meurtrière. Elle haussa les épaules. Peut-être qu'il le faudra. Ethan étudia son visage à la lueur des flammes. Cette jeune femme était prête à aller plus loin que la plupart des hommes qu'il avait rencontrés. Dans ses yeux brûlait une détermination qui l'admirait et l'effrayait à la fois. « Il y a un autre moyen, » dit-il enfin. « Lequel ? Nous le forcerons à avouer non pas sous la menace d'une explosion, mais sous la menace du déshonneur. Les gens riches craignent de perdre leur réputation plus que leur vie. Explique. » Ethan se leva et se mit à arpenter la cabane, réfléchissant à son plan. Demain soir, il y a une soirée dansante en ville pour l'inauguration de la nouvelle église. Toute la ville s'y retrouvera, y compris Barnabas. Si d'ici là nous avons trouvé des preuves de ces crimes, nous pourrons le dénoncer publiquement, comprit Alex. Mais comment faire pour que les gens nous croient? Les preuves matérielles parlent d'elles-mêmes. Si cette chambre fermée à clé contient vraiment des traces de sa cruauté, les gens croiront ce qu'ils verront. Alex réfléchit. Le plan est risqué. Si nous échouons, nous n'aurons pas de seconde chance. Et s'il réussit, tu seras libre, et Barnabas aura ce qu'il mérite. Elle le regarda avec une douceur inattendue. Pourquoi m'aides-tu, Ethan? Tu aurais pu prendre la récompense et partir. Ethan s'arrêta près de la fenêtre, sans se tourner vers elle. Pendant la guerre, j'ai vu les forcés s'en prendre aux faibles. J'ai vu ce qui arrive quand les gens bien se taisent et que les salauds se sentent impunis. Il se tourna vers elle. Je me suis juré de ne plus jamais rester les bras croisés. Et c'est tout? Ethan hésita quelques secondes. Non, pas tout à fait. Tu me rappelles quelqu'un. Qui? Ma sœur. Elle aussi était courageuse et têtue. Elle aussi refusait d'abandonner quand tous les autres baissaient les bras. Que lui est-il arrivé? Elle est morte de la fièvre quand j'avais 17 ans. La voix d'Ethan se fit plus basse. Je n'ai rien pu faire pour l'aider à l'époque. Mais aujourd'hui, je peux t'aider, toi. Alex se leva et s'approcha de lui. À la lueur du feu, son visage semblait très jeune et vulnérable. Je ne suis pas ta sœur, Ethan. Je sais. Et je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je le sais aussi. Elle posa une main sur son épaule. Mais je suis contente que tu sois là. L'instant suspendu entre eux était chargé de mots non dits et d'incertitudes. Mais Alex recula, et la magie se rompit. « Il faut qu'on se repose, » dit-elle d'un ton pratique. « Demain sera une longue journée. » Ethan hocha la tête et commença à éteindre le feu.
Alex s'installa sur un vieux matelas dans un coin, s'enveloppant dans une couverture usée. Il déroula sa propre paillasse près de la porte, au cas où des visiteurs indésirables arriveraient pendant la nuit. « Ethan » appela-t-elle depuis l'obscurité. « Oui ?»« Merci, pour tout. »« De rien. Dors bien, Alex. » Mais le sommeil ne vint pour aucun d'eux. Trop de choses dépendaient de la journée de demain. Trop de choses pouvaient mal tourner. Oh. Et au fond de leur cœur, chacun d'eux comprenait qu'après-demain, leur vie ne serait plus jamais la même. Dehors, le vent nocturne se mit à souffler, apportant avec lui l'odeur de la pluie imminente. Au loin, une chouette ulula, et ce son parut à Ethan comme un présage. Demain, il découvrirait la vérité sur Barnabas Crowey, et cette vérité les libérerait ou les détruirait. Le dimanche soir enveloppa la petite ville de Ridge Creek d'une chaude lumière dorée, celle du soleil couchant. Sur la place principale, devant la nouvelle église, la musique jouait. Un violon, un accordéon et un tambourin créaient une mélodie joyeuse sur laquelle les couples dansaient. Les femmes dans leurs plus belles robes, les hommes en costume de fête. Toute la ville s'était rassemblée pour célébrer la consécration de l'église et profiter d'un moment de détente, rare sur la frontière. Alex se tenait dans l'ombre, entre deux maisons, observant la fête. Elle portait une simple robe marron qu'Ethan avait dénichée en ville, et un chapeau à large bord qui dissimulait son visage. Dans ses mains, elle serrait un petit sac contenant les preuves qu'ils avaient trouvées dans la journée chez Barnabas Crowey. La chambre fermée la clé s'était en effet révélée être une chambre de torture. Des chaînes au mur, des traces de sang sur le sol, des objets personnels des femmes disparues. Mais le plus effroyable était un épais carnet dans lequel Barnabas avait noté avec une précision maniaque les détails de ses crimes. Des noms, des dates, des descriptions de ce qu'il faisait subir à ces femmes avant de les tuer. Et le salaud était même fier de ses actes, murmura Alex en regardant les couples danser. À côté d'elle, dans l'ombre, Ethan apparut. Il avait eu le temps de mettre une chemise propre et un pantalon sombre, mais son colt était toujours à sa ceinture. « Barnabas vient d'arriver, » dit-il à voix basse. « Il est venu en calèche avec l'oncle Silas et 3 gardes. Apparemment, après ton tour de passe-passe avec la dynamite, il ne prend plus le risque de rester sans protection. » Alex hocha la tête. Le plan était simple mais risqué. Attendre que Barnabas soit au milieu de la foule, puis le dénoncer publiquement en présentant les preuves. Les gens croiraient que les documents et les objets, il y avait trop d'indices pour qu'on puisse les ignorer. « Et s'il essaie de s'enfuir ?» demanda-t-elle. « C'est là que j'interviens. » Ethan vérifia son colt dans son holster. « Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. » La musique s'arrêta, et le prêtre local, un jeune homme au visage bienveillant et aux yeux sincères, monta sur une estrade improvisée. « Mes amis, » dit-il d'une voix forte, et la foule se calma peu à peu. « Aujourd'hui est un jour spécial pour notre ville. La nouvelle église est consacrée, et nous pouvons dire avec fierté que Ridge Creek grandit et prospère grâce à des bienfaiteurs aussi généreux que M. Barnabas Crowey. » Des applaudissements parcoururent la place. Barnabas, un homme corpulent à la tête dégarnie et au sourire suffisant, salua la foule. À ses côtés se tenait l'oncle Silas, qui regardait nerveusement autour de lui, à la recherche de sa nièce en fuite. « C'est le moment, » murmura Ethan. Alex prit une profonde inspiration et s'avança sur la place éclairée par les torches. Au début, personne ne la remarqua. Juste une autre habitante venue à la fête. Mais lorsqu'elle retira son chapeau, révélant son visage, un murmure de surprise parcourut la foule. Alex McCain, la mariée en fuite. Elle est là. Barnabas se retourna brusquement en entendant le nom de sa prétendue épouse. Son visage se tordit de colère et de triomphe à la fois. « Attrapez-la » cria-t-il à ses gardes. Cette fille m'appartient. Mais Alex se tenait déjà au centre de la place, et la foule l'entourait d'un cercle compact. Les gens étaient curieux.
Tous voulaient entendre ce que dirait la jeune femme, qui s'était enfuie de son mariage et avait semé le trouble dans la région. « Habitant de Ridge Creek », dit Alex d'une voix forte, claire et déterminée. « Je suis venu vous dire la vérité sur l'homme que vous considérez comme un bienfaiteur et un citoyen respectable. » « Assez », rugit Barnabas en essayant de se frayer un chemin à travers la foule. « Cette fille est folle. Ne l'écoutez pas. »« Pourquoi as-tu si peur de mes paroles, Barnabas ?» demanda calmement Alex. « Si je mens, mes mots ne feront de mal à personne. » Elle sortit de son sac l'épais carnet et le leva au-dessus de sa tête. Ceci est le journal de Barnabas Crowey, ses propres écrits sur ce qu'il faisait à ses femmes avant de les tuer. La foule se mit à gronder. Quelqu'un rit d'un air incrédule, mais la plupart des gens se turent, tendant l'oreille. Martha a tenté de s'enfuir cette nuit, lut Alex à voix haute. J'ai dû lui rappeler ses devoirs. Les bleus guériront en 1 semaine, mais elle retiendra la leçon. Les rires cessèrent. Dans la foule, quelqu'un poussa un cri étranglé. Sarah criait trop. J'ai décidé de lui donner une leçon. Privée de nourriture pendant 3 jours. Au 4e jour, elle était devenue plus docile. Barnabas tenta d'arracher le carnet des mains d'Alex, mais les gens ne le laissaient pas passer. Il criait quelque chose sur la calomnie et le mensonge, mais sa voix se noyait dans le grondement indigné de la foule. « Ce sont des inventions !» hurlait-il désespérément. « Cette folle a inventé ces écrits. »« Alors explique ceci. » Alex sortit de son sac une bague en or. « L'alliance de ta première femme, Martha. Elle la portait quand elle est soi-disant tombée dans les escaliers, mais je l'ai trouvée dans la chambre où tu gardais tes victimes. Maintenant, même les plus sceptiques commençaient à comprendre ce qui se passait. La bague en or brillait à la lueur des torches, et beaucoup la reconnurent. Martha portait ce bijou tous les jours. « Et ceci est le bracelet de Sarah », continua Alex en sortant un autre objet. Elle ne s'en séparait jamais. Sa mère le lui avait offert pour ses 16 ans. Une vieille femme dans la foule se mit à pleurer. « C'est le bracelet de ma fille, je le reconnais. »« Où est ma Sarah ?» cria un homme à la barbe grise. « Qu'as-tu fait d'elle, misérable ?» Barnabas recula, mais la foule l'encerclait de toutes parts. Ses gardes tentèrent d'intervenir, mais ils étaient impuissants face aux citadins en colère. « Tout ceci, c'est un malentendu !» balbutia Barnabas, mais sa voix n'avait plus la même assurance. « Je peux tout expliquer. »« Alors explique !» cria quelqu'un dans la foule. « Où sont nos filles ?»« Que leur as-tu fait ?»« Meurtrier, ordure !» Alex leva la main pour demander le silence. « Il y a un puits dans la cave de sa maison, » dit-elle, lorsque le tumulte se calma. « Un puits très profond. Je pense que si on l'assèche, on y trouvera les réponses à de nombreuses questions. » Barnabas devint livide. Ses jambes fléchirent, et il tomba à genoux au milieu de la place. « Non, ce n'est pas ce que vous croyez, » articula-t-il faiblement. « Et qu'est-ce que c'est alors ?» demanda froidement Alex. « Explique-nous ce que c'est. » Mais Barnabas se contentait de secouer la tête, incapable de prononcer un mot. La vérité était trop horrible pour être justifiée ou expliquée. À ce moment, Ethan sortit de la foule. Il s'approcha d'Alex et se tint à ses côtés, posant une main sur son épaule. « Qui êtes-vous, qui êtes-vous » demanda le prêtre. « Je m'appelle Ethan Holloway. Je suis un chasseur de primes, et j'ai été engagé pour retrouver mademoiselle Macken. » Il balaya la foule du regard. Mais en découvrant la vérité, j'ai compris que le véritable criminel n'est pas elle, mais cet homme. Il désigna Barnabas, toujours à genoux, brisé et anéanti. « Qu'est-ce qu'on fait de lui ?» demanda un des hommes. « La justice, » répondit Alex, « la vraie justice. » Mais avant que la foule n'ait pu prendre une décision, un coup de feu retentit. Barnabas tomba sur le côté, se tenant la poitrine. Le sang s'en écoulait, colorant la poussière de la place d'un rouge sombre. Tous se tournèrent vers la direction du tir.
Dans l'ombre, entre les maisons, se tenait l'oncle Silas, un revolver fumant à la main. « Il en savait trop, dit-il calmement, sur l'argent que je touchais pour ma nièce, sur la façon dont nous avions convenu de partager l'héritage après sa mort. » Alex regarda son oncle avec horreur et dégoût. « Tu étais son complice. »« J'étais son partenaire, » la corrigea Silas. « Et si tu l'avais épousé comme il se doit, personne n'aurait été blessé. » Ethan posa lentement la main sur la crosse de son colt. « Baisse ton arme, Silas. Sinon quoi? Tu vas me tuer comme un vulgaire bandit? C'est exactement ce que tu es. » Silas se mit à rire, mais son rire sonnait hystérique. « Tu sais quoi, chasseur? Peut-être que tu as raison. » Il porta le revolver à sa tempe. « Adieu, Alexandra. J'espère que tu seras heureuse. » Un deuxième coup de feu déchira le silence de la place. Silas s'effondra à côté de Barnabas, et un silence de mort s'abattit sur la foule. Alex regardait les corps des deux hommes, qui avaient tenté de transformer sa vie en enfer. Elle aurait dû ressentir du triomphe ou du soulagement, mais elle ne sentait que le vide. « C'est fini, » dit-elle doucement. Ethan passa un bras autour de ses épaules. « Oui, c'est fini. » Le prêtre fut le premier à se remettre du choc. « Il faut les enterrer, » dit-il, « et retrouver les corps de ces pauvres femmes pour leur donner une sépulture décente. »« Et qu'adviendra-t-il de l'héritage de Barnabas ?» demanda quelqu'un dans la foule. « De droit, il devrait revenir aux familles de ses victimes, » répondit Ethan, en compensation pour les souffrances infligées. Les gens commencèrent à se disperser, discutant de ce qui venait de se passer. Certains pleuraient, d'autres se signaient, d'autres encore restaient silencieux, digérant ce qu'ils avaient entendu. Alex et Ethan restèrent seuls sur la place déserte. Les torches crépitaient dans le vent, projetant des ombres dansantes sur le sol. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Ethan. « Je ne sais pas. » Alex leva les yeux vers les étoiles. « Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment libre. Je peux aller où je veux, faire ce que je veux. Et tu veux venir avec moi ?» Elle le regarda, surprise. « Où ça ?»« À San Francisco. J'ai une maison là-bas. Petite mais confortable. Et il y aura du travail pour deux. Les mines d'or de Californie regorgent de gens prêts à payer pour retrouver des parents disparus ou des débiteurs en fuite. Tu me proposes de devenir chasseuse de primes. » Ethan sourit. « Je te propose de devenir ma partenaire, dans le travail et dans la vie. » Alex resta longtemps silencieuse, réfléchissant à ses paroles. « Et si dans 1 an ou 2 tu en as assez de moi, si tu décides que c'est plus simple de vivre seul, alors je serai l'homme le plus stupide à l'ouest du Mississippi. » Elle se mit à rire, et pour la première fois depuis des jours, son rire sonna sincère et léger. « D'accord, Ethan Holloway, mais je pose une condition. »« Laquelle ? » ?»« Pas de contrat pour retrouver des fiancés en fuite. Je suis allergique à ce genre de travail. » Ethan lui tendit la main. « Marché conclu, partenaire. » Alex lui serra la main, mais au lieu de la lâcher, elle l'attira plus près. Leur visage étaient tout proches, et à la lumière des étoiles, elle voyait ses yeux bruns et chaleureux, pleins de tendresse et de compréhension. Ethan. « Oui ? Embrasse-moi. » Il se pencha et effleura doucement ses lèvres des siennes. Le baiser fut long et tendre, plein de promesses et d'espoir pour l'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, Alex sourit. « Maintenant, c'est vraiment fini, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Ethan sans la lâcher. « Maintenant, tout ne fait que commencer. » Au loin, un coyote hurla, le même son solitaire qu'Alex avait entendu lors de sa première nuit dans la mine. Mais maintenant, il ne l'effrayait plus. Ce n'était que la voix de la nature sauvage, lui rappelant que le monde était vaste et plein de possibilités. Et à ses côtés se tenait un homme prêt à partager ce monde et toutes ses aventures avec elle. Alexandra McCain n'était plus une fugitive. C'était une femme libre qui avait choisi son destin,
et ce destin la menait vers l'ouest, vers une nouvelle vie et un nouvel amour. Sous le ciel étoilé du Far West, une nouvelle histoire commençait. 3 ans plus tard, le soleil se couchait derrière les collines de Californie, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Sur le porche d'une petite maison dans les contreforts, une femme vêtue d'une simple robe bleue était assise, tenant sur ses genoux une petite fille aux boucles d'or. L'enfant examinait avec concentration un cheval de bois que son père lui avait sculpté. « Maman, pourquoi oncle Ethan ne revient pas ?» demanda la petite en levant ses yeux bleus et sérieux. Alex sourit et arrangea la robe de sa fille. « Papa, Grace, oncle Ethan, c'est ton papa maintenant, et il reviendra demain soir comme il l'a promis. » Grace, 3 ans, hocha la tête avec cette gravité propre aux enfants qui mémorisent quelque chose d'important. « Papa Ethan va trouver le méchant monsieur et l'amener au shérif. »« Exactement, ma chérie. » Alex serra sa fille plus fort, savourant la chaleur de ce petit corps et l'odeur de ses cheveux d'enfant. Grace était une enfant trouvée qu'Ethan et d'elle avaient découverte 1 an plus tôt dans une mine abandonnée près de Sacramento. Ses parents étaient morts de la fièvre et personne ne pouvait s'occuper d'elle. Alex avait tout de suite su qu'elle ne pourrait pas abandonner l'enfant à son sort. « Nous avons besoin d'elle, » avait dit Ethan en regardant la petite endormie, « et elle a besoin de nous. » L'adoption officielle fut finalisée 1 mois plus tard. Alex devint mère et Ethan père. L'agence de recherche de personnes disparues, Holloway et associés, travaillait désormais pour 3. Un bruit de sabots fit lever la tête à Alex. Un cavalier s'approchait de la maison, mais ce n'était pas Ethan. L'homme était plus âgé, avec une barbe grise et une étoile de shérif sur son gilet. « Monsieur Coton » le salua Alex en se levant du porche. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Le shérif mit pied à terre et ôta son chapeau. « Bonsoir, Madame Holloway. Désolé de vous déranger à cette heure, mais j'ai reçu un télégramme du comté d'Eldorado. Votre mari a résolu l'affaire. Le meurtrier en fuite, Raymond Black, a été capturé et emmené à la prison de Sacramento. » Alex poussa un soupir de soulagement. Black était un criminel dangereux qui avait assassiné toute une famille pour de l'argent. Ces 2 dernières semaines, Ethan l'avait traqué dans les montagnes. « Et Ethan va bien. »« Oui, madame, il est sain et sauf. Il sera à la maison demain soir, comme prévu. Merci de m'avoir apporté la nouvelle. » Le shérif hocha la tête et s'apprêtait à partir, mais il s'arrêta. « Au fait, Madame Holloway, j'ai reçu une autre lettre, de Ridge Creek, du nouveau maire de la ville. » Alex haussa les sourcils, surprise. Elle n'avait pas eu de nouvelles de sa ville natale depuis 2 ans. Que dit-il? Il vous invite, vous et Monsieur Holloway, à la cérémonie d'inauguration d'un mémorial. Il dit que les habitants aimeraient honorer la mémoire des victimes de Barnabas Crowey et vous remercier d'avoir rétabli la justice. Alex secoua la tête, pensive. Un mémorial? C'est une bonne idée. Ces femmes méritent qu'on se souvienne d'elles. Vous irez? J'en parlerai à mon mari. Peut-être devrions-nous montrer à Grace l'endroit où j'ai grandi. Le shérif prit congé et repartit. Alex rentra sa fille dans la maison et commença à préparer le dîner. La petite cuisine s'emplit d'une odeur de viande grillée et de pain chaud. Dehors, la nuit tombait et Alex alluma les lampes. « Maman, enfin, mamounette » se corrigea Grace, s'appliquant à bien prononcer les mots. « Raconte-moi les histoires d'avant. » Alex sourit. Sa fille adorait les histoires sur la rencontre de ses parents. « Quelle histoire veux-tu entendre ?»« Celle de la mine. Et comment tu as été très courageuse. » Alex s'assit à côté de sa fille et lui prit la main. « Ce n'était pas du courage, ma chérie. C'était une nécessité. Parfois, les gens se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix que d'être forts. Et papa Ethan, il a été courageux aussi. Papa Ethan a été l'homme le plus courageux que j'aie connu. Il aurait pu prendre l'argent et partir, mais il est resté pour m'aster. Parce qu'il t'aimait. » Alex réfléchit. Quand l'amour était-il né? À l'instant où Ethan lui avait offert son aide. Ou plus tard,
quand il planifiait de dénoncer Barnabas. Ou peut-être cette nuit-là, sur la place, quand il l'avait embrassé pour la première fois. Je crois que oui, même si à ce moment-là nous ne le savions pas encore tous les deux. Et maintenant vous le savez, maintenant nous le savons. Grace hocha la tête, satisfaite, et retourna à son cheval de bois. Alex la regardait en songeant à quel point sa vie avait changé. 3 ans plus tôt, elle était une jeune fille terrifiée, fuyant un mariage forcé. Aujourd'hui, elle était l'épouse, la mère et la partenaire en affaires de l'homme qui était devenu le sens de sa vie. L'agence était florissante. Sur la frontière, les gens se perdaient constamment de vue. Certains partaient en chercher de l'or et disparaissaient. D'autres fuyaient leurs dettes. D'autres encore voulaient simplement commencer une nouvelle vie. Alex et Ethan aidaient à réunir des familles, à retrouver des disparus, et parfois à attraper des criminels. Mais ils ne prenaient jamais d'affaires qui allaient à l'encontre de leurs principes. Pas de fiancés en fuite, pas de débiteurs à ramener à des maîtres cruels. Uniquement la justice et l'aide à ceux qui en avaient vraiment besoin. Le lendemain soir, alors que le soleil se couchait à nouveau derrière les collines, une silhouette familière apparut sur la route. Ethan avançait lentement, fatigué de son long voyage, mais vivant et indemne. Grace courut à sa rencontre en criant de joie, et il la souleva dans ses bras sans descendre de cheval. « Papa, papa est revenu !»« Mes filles m'ont manqué, » dit-il en serrant sa fille dans ses bras et en tendant une main libre à Alex. Le soir, alors que Grace dormait déjà dans son lit, Alex et Ethan étaient assis sur le porche, enlacés, regardant les étoiles. « Le shérif Cotton a apporté une lettre de Ridge Creek, » raconta Alex. « Il nous invite à l'inauguration du mémorial pour les victimes de Barnabas. »« Tu veux y aller ?»« Je ne sais pas. D'un côté, j'aimerais voir comment la ville a changé. De l'autre, il y a trop de souvenirs douloureux là-bas. » Ethan l'embrassa sur la tempe. « C'est à toi de décider. Quoi que tu choisisses, je serai à tes côtés. Et si on emmenait Grace avec nous, pour lui montrer la mine où tout a commencé? La mine où tu as failli faire sauter 2 chasseurs de primes. » Alex se mit à rire. « Exactement. Je veux que ma fille sache que parfois, il faut se battre pour sa liberté, et que même les endroits les plus sombres peuvent être le début de quelque chose de lumineux. Alors allons-y, on en profitera pour se recueillir sur la tombe de ton père. Merci. » Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits de la nuit. Le chant des grillons, le hurlement lointain d'un coyote, le bruissement du vent dans les feuilles. La même musique de la nature sauvage qui résonnait 3 ans plus tôt, lorsque leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois. « Ethan ? Oui ? As-tu déjà regretté de ne pas avoir pris cette récompense pour ma capture? 500 $ contre le reste de ma vie avec toi. Il la serra plus fort contre lui. Je pense avoir fait le bon choix. Même en sachant que tu as maintenant une femme qui sait manipuler la dynamite. Surtout en sachant ça. On ne sait jamais quand ça peut servir. » Alex rit et se tourna vers lui. « Je t'aime, Ethan Holloway. Et je t'aime, Madame Holloway, plus que tout l'or de Californie. » Il l'embrassa longuement, tendrement, comme la première fois sur la place de Ridge Creek. Mais ce baiser n'était plus une promesse d'avenir, mais la confirmation d'un présent. Un présent qu'ils avaient construit ensemble sur les débris du passé. Dans la maison, Grace se mit à pleurer doucement, probablement à cause d'un mauvais rêve. Alex se leva pour consoler sa fille, mais Ethan l'arrêta. « J'y vais, c'était ton tour hier. » Il disparut dans la maison, et bientôt les pleurs cessèrent. Alex l'entendit chanter une berceuse, la même que sa mère lui chantait bien des années auparavant. Alex resta seul sous le ciel étoilé, songeant à l'étrangeté de la vie. 3 ans plus tôt, elle était une fugitive, cachée dans une mine abandonnée. Aujourd'hui, elle était une épouse et une mère heureuse, propriétaire d'une entreprise prospère et maîtresse d'une maison accueillante. Mais le plus important, c'est qu'elle était libre. Libre d'aimer, libre de choisir, libre d'être elle-même.
Et cette liberté, elle ne l'avait pas obtenue gratuitement. Son prix ne se mesurait pas en argent, mais en courage face au danger. Ethan revint sur le porche. Grace s'est rendormie. Elle a rêvé qu'on était parti en la laissant seule. La pauvre, elle a encore peur de nous perdre. Ça passera. Il faut du temps aux enfants pour croire en la permanence de l'amour. Ils s'assirent de nouveau l'un à côté de l'autre, et Alex posa sa tête sur l'épaule de son mari. « Tu sais à quoi je pensais ?»« À quoi ?»« Quand nous irons à Ridge Creek, il faudra passer par la vallée de la mort. Je veux montrer cette mine à Grace. » « Pourquoi ?»« Pour qu'elle sache que même des endroits les plus sombres, on peut trouver une issue. Que parfois, ce qui semble être la fin est en réalité un commencement. » Ethan hocha la tête. « C'est une bonne idée. Et on pourra lui raconter que c'est là que ses parents ont compris pour la première fois qu'ils s'aimaient. C'est vrai, n'est-ce pas ?» Alex réfléchit et réalisa qu'il avait raison. C'est dans cette mine, dans l'obscurité et le danger, qu'elle avait senti pour la première fois que cet homme pouvait devenir plus qu'un simple allié. « Oui, » dit-elle doucement, « c'est vrai. » La nuit s'assombrissait, mais il ne voulait pas quitter ces précieuses minutes de silence et de proximité. Demain commencerait une nouvelle journée, avec de nouveaux soucis et peut-être de nouvelles aventures. Mais pour l'instant, ils n'étaient qu'un mari et une femme, savourant la paix de leur foyer. Dans la maison, une horloge égrenait doucement les minutes de leur bonheur. Et au-dessus des collines de Californie, brillaient les mêmes étoiles qui, 3 ans plus tôt, avaient éclairé leur premier baiser sur la place d'une petite ville. L'histoire d'Alexandra McCann, devenue Alexandra Holloway, était terminée. Mais l'histoire de leur famille ne faisait que commencer, et elle promettait d'être belle.